Alors, on va étudier ici, comme application donc, du principe fondamental de la dynamique, comme demandé dans le programme, le mouvement d'un point matériel, M, soumis au champ de pesanteur terrestre uniforme. Alors, dans un premier temps, on va faire l'étude en négligeant les frottements de l'air, et dans un second temps, donc, on verra comment en tenir compte. Donc, on va se placer dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Donc, c'est toujours pareil, c'est une approximation qui fonctionne ici, puisque la durée du mouvement est faible devant une journée, c'est-à-dire la période de rotation de la Terre sur elle-même. Donc, on va choisir, donc notre système, ce sera le point matériel M. Les actions extérieures, on aura simplement du coup le poids, mg. Donc on va choisir des axes ici. Donc Z sera la verticale ascendante, donc G du coup, il est suivant moins UZ. Je vais prendre le point O, origine du repère, qui sera la position initiale du point. Donc du coup, O ce sera la même chose que M0, position au départ. Et on va appeler V0 la vitesse initiale du point qui fera l'angle alpha avec l'horizontale. Donc, je vais avoir ici OM0 qui va valoir donc 0. J'aurai la vitesse initiale qui vaut V0, qui va s'écrire donc ici, V0 cosinus alpha, suivant UX, puisque alpha est l'angle entre V0 et l'axe UX, et puis donc plus V0 sinus alpha, suivant UZ. Le vecteur G, bien sûr, qui est égal à moins G UZ. Donc, quand j'écris le principe fondamental de la dynamique, je vais avoir simplement la masse, donc fois l'accélération du point M par rapport au référentiel, qui est égale à M fois G. Donc, on trouve tout simplement que l'accélération du point dans le référentiel envisagé, que je noterai simplement A dans la suite, c'est égal à G, c'est-à-dire un vecteur constant. Donc, typiquement, on a un mouvement accélération constante, c'est-à-dire donc que la vitesse, donc l'accélération étant la dérivée de la vitesse du point M par rapport à R, on va pouvoir en intégrant trouver la vitesse, la façon dont la vitesse dépend du temps. Ça va s'écrire donc GT plus une constante, et en fait si on écrit t égale 0, on va trouver que V de t vaut V0, donc en fait ici plus V0. Donc V a plusieurs composantes, puisque V0 avait une composante suivant X et suivant Z. Ça va être ici un mouvement plan, puisque V reste tout le temps dans le plan XZ. Et donc, on va pouvoir déterminer la trajectoire en intégrant une nouvelle fois, puisque V, c'est aussi la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc, quand j'intègre encore une fois, je vais trouver OM de t, qui est égal à vecteur G T2 sur 2 plus V0T, plus le vecteur OM0, puisqu'à T égale T0, on trouve que OM vaut OM0. Donc, en écrivant ce qu'on avait déterminé précédemment, ça va nous faire le vecteur G T suivant moins UZ, donc ça fait du moins GT carré sur 2 UZ, plus donc V0T, facteur de cos alpha UX, plus sinus alpha UZ, et puis donc plus 0, puisqu'on a dit que le vecteur OM0 valait 0. Et donc du coup, je vais, pour déterminer ma trajectoire, projeter ça sur les différents axes, donc sur UX, sur Y et sur UZ. Donc sur UX, on va trouver que donc la composante suivant X de OM, c'est-à-dire petit x de t, est égale à V0t cos alpha. Sur Y, on va trouver que la composante suivant Y vaut 0. Donc c'est bien un mouvement plan dans le plan OXZ. Et la composante suivant Z, donc c'est petit z, qui va s'écrire moins GT carré sur 2 plus V0 sinus alpha t. Donc voilà en fait la représentation de la trajectoire. Donc on a vu qu'elle était plane.
Et on a ce qu'on appelle une représentation paramétrique. Représentation paramétrique de la trajectoire, puisqu'on n'a pas une relation qui lie z et x, mais en fait x qui est exprimé en fonction du temps et z lui-même qui est exprimé en fonction du temps. Donc pour avoir l'expression, pour retrouver la trajectoire, il va falloir que à partir de ces deux équations, on exprime d'une part t en fonction de x par exemple, et après on remplace dans z. Donc avec l'équation 1, on va en déduire que t vaut x sur v0 cos alpha, en supposant donc que cos alpha est différent de 0. Et donc en remplaçant dans 2, on va trouver que z de t, c'est égal donc à moins g sur 2 t carré, c'est-à-dire x2 sur v0 carré cos carré alpha, plus v0 sinus alpha fois x sur v0 cos alpha. Donc en fait, on trouve que z va s'écrire donc moins g sur 2 v0 carré cos carré alpha x2 plus tangente alpha x. Donc g, v0, alpha sont des constantes. Donc en fait, cette trajectoire dans le plan OXZ, c'est la trajectoire, donc ça représente une parabole. Donc si on trace z de x, on aura la vitesse v0 ici au départ qui est bien sûr tangente à la courbe, et on aura donc une trajectoire en forme de parabole, hein, avec bien sûr qui passe par une position extrémum ici pour laquelle la vitesse s'annule. Alors si maintenant on s'intéresse à ce qui se passe quand il y a des frottements, donc influence des frottements avec l'air. Alors, ces frottements de l'air, donc c'est ce qu'on appelle en fait la traînée, qu'on verra en mécanique des fluides. Donc, elle peut s'exprimer de deux façons suivant en fait la valeur d'un paramètre qui s'appelle le nombre de Reynolds, qu'on verra donc en mécanique des fluides. Donc, la première façon de l'écrire, donc qui va dépendre de ce paramètre, c'est-à-dire notamment de la valeur de la vitesse. Il faut que la vitesse ne soit pas trop grande. Elle va dépendre de la taille réelle de l'objet et elle va dépendre de la viscosité de l'air. Donc la force de frottement peut s'écrire donc soit de la forme un moins bêta V, c'est-à-dire proportionnelle à la vitesse. La force de frottement est toujours opposée au mouvement, hein, donc elle est suivant moins V. B est un coefficient positif constant. Donc ça, c'est dans le cas où la vitesse n'est pas trop grande, etc. Alors en fait, dans l'air, très souvent, on n'est justement pas dans ce cas-là. Et très souvent, on a l'autre expression. Alors, premièrement, si jamais la force de frottement s'écrit comme ça, alors en fait, il n'y a pas trop de problème puisque vous la remplacez dans l'équation précédente. Hein, donc, vous avez m dv sur dt qui est égal à le poids moins plus cette force, donc moins bêta v. Et en fait, ça pose pas trop de soucis puisque cette force, du coup, ça donne une équation qui est linéaire, que vous savez résoudre puisque c'est une équation du type dv sur dt plus v sur égale g. Donc, équation différentielle à coefficient constant avec un second membre constant du premier ordre. On sait résoudre, c'est une solution en exponentielle, hein, avec donc une vitesse qui tend vers une constante. Donc tout dépend bien sûr de la vitesse initiale, hein, mais en gros la vitesse va avoir au cours du temps l'allure suivante, donc elle va tendre, mettons qu'elle soit qu'on ait une vitesse, alors supposons qu'on lâche par exemple le système, donc là on ne l'envoie pas vers le haut, on le lâche avec une vitesse nulle, donc c'est la chute libre, hein, donc la vitesse part d'une vitesse nulle et va tendre vers une vitesse constante ici en exponentielle. Et on tendra donc vers la valeur finale. La valeur finale est obtenue quand la vitesse devient constante, donc dv sur dt égale 0. Donc on va avoir la vitesse limite, hein, la vitesse finale qui sera égale à g taux. Donc on atteint une valeur g taux. Bon,
Donc ça, vous savez faire sans problème, et donc on se rend compte effectivement qu'au lieu que la vitesse augmente indéfiniment, comme ce qui était le cas précédemment, puisqu'on avait V égale GT plus V0, ici on a une vitesse qui tend vers une constante. Hein, donc même quand on part d'une vitesse nulle au départ. Donc dans le cas maintenant, la force de frottement n'est plus proportionnelle à la vitesse, mais à la vitesse au carré, ce qui est en général le cas. Donc on va l'écrire sous la forme moins alpha V vecteur V, où V est la valeur algébrique. Hein, donc c'est bien, si vous écrivez la norme, ce sera bien en alpha V carré, donc proportionnel à la vitesse, au carré. Alpha est toujours une constante positive, mais donc toujours, la force est toujours dirigée dans le sens opposé de V, hein, c'est pour ça que je l'ai écrite comme ça. Donc opposé FF dans le sens opposé à V. Alors la difficulté dans ce cas-là, qui est en fait le cas le plus courant quand on envoie par exemple une balle dans l'air, etc., c'est que très souvent on a donc cette force de frottement qui est proportionnelle à la vitesse au carré. Dans ce cas-là, ce qui nous embête, toujours en écrivant le principe fondamental, hein, je reprends la même étude que précédemment avec cette force en plus, on va donc avoir mdv sur dt qui est égal à mg moins alpha v fois v, hein, c'est-à-dire v carré en norme. Et là, le problème, du coup, c'est qu'on a quelque chose de non linéaire. Ce terme-là est non linéaire, puisque c'est un produit, en fait. Donc, du coup, on va obtenir une équation non linéaire, donc a priori plus difficile à étudier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? On peut déjà déterminer vers quoi tend la vitesse, puisque pour les mêmes raisons que précédemment, hein, on avait vu dans le cas des forces de frottement proportionnelles à la vitesse, on va avoir une vitesse qui tend vers une vitesse limite. Donc pour trouver la vitesse limite, alors je vais noter simplement la direction de V à un instant donné. Je vais écrire que le vecteur vitesse V, c'est V fois petit uv, où uv sera un vecteur unitaire qui est dans la direction du vecteur V, qui peut changer, hein, bien sûr, au cours du temps. Mais c'est simplement pour faire apparaître la norme de la vitesse. Et donc je vais avoir quelque chose de la forme mdv sur dt égale mg moins alpha v carré uv. Et donc, si quand t tend vers l'infini, comme précédemment, on va avoir dv sur dt qui va tendre vers 0, hein, c'est-à-dire v qui va tendre vers une valeur limite. Et donc, cette valeur limite, ça va nous donner mg qui est égal à alpha v carré limite uv. Donc, on trouve que v limite en norme est égal à racine de mg sur alpha, et que sa direction, c'est la direction de g. Hein. Donc, et la direction de v limite dirigée selon la direction du vecteur g, c'est-à-dire vers le bas. Donc ça nous permet de trouver la direction et la valeur de la vitesse limite. Alors après, on va faire l'étude, on aimerait s'intéresser au temps caractéristique. Donc de nouveau, la vitesse va tendre vers une constante. Et alors de façon un petit peu plus compliquée qu'une exponentielle, mais elle va tendre vers une constante de nouveau. Hein, donc si on lâche sans vitesse initiale au départ, hein, on va avoir, donc si v0 égale 0, on va avoir une vitesse qui va tendre vers une limite, qui sera donc le v limite qu'on a déterminé précédemment. Et donc on aimerait savoir le temps caractéristique, hein, tel que, toujours pareil, on va avoir comme en électricité, un régime ici qui va être un régime qui va durer donc quelques taux, pendant lesquels donc on a ce régime transitoire. Donc taux sera le temps caractéristique. Et puis après, donc, on aura une sorte de régime permanent où la vitesse est quasiment constante. Donc, pour arriver à déterminer ce taux, on peut faire une étude dimensionnelle. Donc, si on réécrit notre équation, alors ici, on va se placer dans un cas plus simple. On va supposer justement que V0 vaut 0. On va supposer qu'on va prendre l'axe Z dirigé vers le bas. Donc, on va avoir notre équation qui se réécrit, mdv sur dt. Hein, donc, si on a vitesse initiale nulle, on va avoir mdv sur dt qui va être égal à mg
c'est-à-dire mguz tel que je l'ai écrit, moins alpha v carré uv, et en fait on se rend compte donc que puisque la vitesse initiale est nulle, on va avoir en fait tout le mouvement se fait évidemment suivant uz. Donc du coup en projetant sur uz, on va avoir m dv sur dt qui est égal à mg moins alpha v carré. Donc en réécrivant avec la version de vitesse limite qu'on avait trouvé tout à l'heure, en divisant par alpha, on va trouver que m sur alpha dv sur dt, c'est égal à mg sur alpha, c'est-à-dire v limite carré, et donc moins je divisé par alpha, donc il reste v carré. Donc en faisant passer le v limite carré moins v carré de l'autre côté, et le m sur alpha à droite, on a quelque chose qui apparaît de la forme dv sur v limite carré moins v carré, qui est égal à alpha sur m dt. Et donc on voit que, alors je vais poser quelque chose qui serait petit u, une vitesse adimensionnée qui est sur v limite, hein, donc c'est sans dimension, mais c'est proportionnel à la vitesse v. Et donc si j'ai u qui vaut ça, du c'est dv sur v limite, puisque v limite est constant. Donc en réécrivant le dv, ça va être v limite fois du sur v limite carré moins v limite carré u carré. Et ça, c'est égal à alpha sur m dt. Et donc je peux réécrire ça sous la forme, donc je vois que le v limite carré en bas il se met en facteur, et du coup il y a un v limite qui s'en va avec celui du haut, et ça me fait donc du sur 1 moins u carré, qui est égal à alpha sur m, donc il reste un v limite en bas, que je fais donc passer en haut ici, dt. Et donc ça, c'est sans dimension. dt, ben, c'est un temps. Et donc je vois que ce terme-là, il est homogène à l'inverse d'un temps, et c'est un temps caractéristique, hein, dans mon équation. Donc je vais l'appeler 1 sur tau. Ça va me définir le fameux temps caractéristique tau, qui va valoir m sur alpha v limite. Donc si je reprends l'expression de v limite qu'on avait au-dessus, tau va s'écrire m sur alpha et 1 sur v limite, donc c'est racine de alpha sur mg. Donc je trouve que tau va s'écrire racine de m sur alpha g. Donc voici le temps caractéristique, hein, qui est d'évolution de la vitesse. Donc bien sûr on pourrait définir, hein, un temps caractéristique, enfin une dimension, pardon, comme on a défini la vitesse à dimensionner le petit u, on pourrait définir un temps adimensionné qui serait du t sur tau. Donc après ben, on fait résoudre, alors en fait cette équation peut se résoudre analytiquement telle qu'on l'a écrite, hein, donc après on intègre l'équation qu'on vient d'écrire qui s'écrit donc du sur 1 moins u carré égale dt sur tau, ça peut s'intégrer. Ou alors on le fait numériquement, donc par exemple avec l'aide d'un programme Python. Et donc ce qu'on va trouver dans tous les cas, c'est qu'effectivement donc la vitesse varie donc de 0 jusqu'à une vitesse limite comme que j'ai indiqué tout à l'heure. Et la différence donc avec une trajectoire étudiée sans frottement, c'est que donc si on s'intéresse à la trajectoire sans frottement, par exemple avec une vitesse initiale maintenant, hein, je reprends le cas général, où on aurait par exemple une trajectoire qui serait comme ceci, qui était donc parabolique, ça c'était sans frottement. On va avoir une trajectoire, on a la même vitesse, donc qui commence pareil, mais donc qui va aller moins loin. On va avoir une sorte de trajectoire comme ceci, hein, donc avec une portée qui sera bien sûr moins importante, donc avec frottement.